Nous mettons fin au cauchemar de l'inflation, certainement le pire de l'histoire de notre pays. Nous nous débarrassons de la folie woke et transgenre. Nous stoppons l'endoctrinement de nos enfants en coupant des milliards et des milliards de dollars de gaspillage, de fraude et d'abus. Et surtout, nous sauvons le rêve américain. Nous rendons à l'Amérique sa grandeur. Et cela arrive vite. Et programmation spéciale, je vous le disais, sur les antennes de France 24 aujourd'hui à l'occasion de ce premier marqueur, les 100 premiers jours de Trump version 2, un président américain. Vous venez de l'entendre devant ses partisans du Michigan hier soir, toujours empreint de modestie. Il vient de réaliser, dit-il, les 100 jours les plus réussis de l'histoire, 100 jours d'une rhétorique toujours plus provocatrice que l'on va s'atteler à décrypter pour vous aujourd'hui. Que se cache-t-il derrière ces propos chocs? Quel bilan déjà dressé de ce début de mandat sur le front de la politique extérieure, mais aussi bien sûr sur la scène intérieure. Nous allons tenter de donner du sens aux mots employés par le chef de la Maison-Blanche et chercher aussi à lire entre les lignes avec un spécialiste de la rhétorique présidentielle. Ça tombe bien, Jérôme Viala-Godefroy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes spécialiste des États-Unis, chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Alors, on va s'atteler, on va se rafraîchir la mémoire évidemment en rejoignant des séquences de ces 100 premiers jours, des propos chocs pendant cette première demi-heure. 100 jours aux affaires et déjà énormément de choses à dire, donc il va falloir faire des choix, on n'a que 25 minutes. On va peut-être commencer par l'idée aujourd'hui qui vous vient comme ça en premier lieu, l'idée qui ressort de tout ça. Ce serait quoi? Ces 100 premiers jours, il vous laisse quoi comme saveur? C'est vraiment la toute-puissance. C'est cette idée qu'il n'y a plus de limites, et puisqu'il a réussi à vaincre toutes les limites qu'il y a eu, les tentatives de limites qu'il y a eu par la justice, il y a eu aussi les tentatives d'attentat. Voilà, donc on voit que là, il a l'impression que plus rien ne peut l'arrêter, et ça se sent à la fois dans sa rhétorique et dans ses actions. Il y a aussi le fait qu'il a le contrôle total du Parti républicain, et donc il n'y a plus de contre-pouvoir à la Chambre à majorité républicaine ou au Sénat. Et donc il reste le judiciaire et il reste aussi la presse, mais la presse est aussi affaiblie et attaquée par le pouvoir. Et donc là, on a une extension inédite du pouvoir fédéral aux mains d'un seul homme. Pouvoir immense, on va y revenir évidemment pendant cette demi-heure. Modestie, niveau modestie, on vient de l'entendre il y a quelques instants, ça ne s'est pas amélioré non plus. Non, pas du tout. Il a fait une interview dans The Atlantic où il a même dit avant je dirigeais le pays dans mon premier mandat, maintenant je dirige le pays, je dirige le monde. Donc ça donne un petit peu le ton et ce qu'il pense vraiment. Je crois que ça, il pense qu'il est très content d'avoir. Je dirige le monde, je m'amuse beaucoup vu ce que je fais. Oui. Il ajoute cela, j'ai été inculpé 5 fois par 5 salauds différents, je le cite. Ils cherchent tous du travail maintenant, qui l'eût cru, n'est-ce pas? C'est vraiment incroyable. Si on ne savait pas que c'était un président qui plus est des États-Unis, qui prononçait ces mots, on pourrait être étonné. Ah ben bien sûr, et il est dans la vengeance. Et c'est pour ça qu'il parle aussi des gens qui l'ont attaqué, qui cherchent du boulot, parce qu'il fait tout pour qu'ils ne puissent pas se défendre. Par exemple, en attaquant les cabinets d'avocats qui défendent des personnes qui ont pu l'attaquer et qu'il attaque lui-même. Et donc là, il est dans la vengeance. C'est qu'il avait annoncé. Il avait dit à ses partisans, je suis votre vengeance. En fait, c'est sa propre vengeance qu'il met en place. Et ça, c'est aussi inédit. Y compris, par exemple, de faire des décrets présidentiels en nommant des personnes où il demande au département de la justice d'enquêter sur eux et de s'attaquer à eux. Nommément. C'est quand même inédit, ça aussi. Il règle ses comptes? Totalement. Les comptes de quoi? De son premier mandat? De tout ce qui s'est passé. Il n'a pas la mémoire courte. Ah, pas du tout. Pas du tout. Il a beau dire que ce sont des gens insignifiants auxquels il ne pense pas, il y pense beaucoup. Et effectivement, ça, c'est à la fois pour vengeance par rapport à son ego, mais c'est aussi un message qui est envoyé aux personnes qui pourraient essayer de l'attaquer par la suite. Puisque l'idée, c'est vraiment maintenant, c'est une forme de peur qui s'installe aux États-Unis, chez ses critiques, et y compris chez les élus qui, certains, l'ont exprimé plus ou moins publiquement. Vous parlez des cabinets d'avocats, eux aussi s'inquiètent beaucoup. On a vu certains grands avocats américains, en tout cas connus des Américains, se présenter dans le bureau ovale et supplier Donald Trump de faire marche arrière sur certaines décisions. Ça, c'est complètement inédit. Tout à fait inédit. Oui. On n'a jamais vu une utilisation du pouvoir fédéral à ce point, dans tous les domaines. Et en fait, on est dans quelque chose d'assez totalitaire
dans ce sens. C'est-à-dire que ce n'est pas juste au niveau de ce qui concerne l'exécutif, mais c'est même sur dans des établissements privés, par exemple, avec cabinet d'avocats, des universités, etc. C'est dans tous les éléments, dans toute la société, hein, y compris la culture d'ailleurs, aussi. Les 100 premiers jours les plus réussis de l'histoire, ça c'est ce qu'il dit. Les Américains, visiblement, ne sont pas totalement d'accord avec cela. En témoigne peut-être ce sondage. On va regarder les chiffres. Ils parlent d'eux-mêmes. Alors, ça vaut ce que ça vaut, les sondages, mais quand même, ça traduit une certaine forme d'opinion. Sondage de Washington Post et d'ABC News qui nous montre cette dégringolade entre février et avril. Ils sont plus que 39% d'Américains à se dire en accord avec ce qu'il fait aujourd'hui. C'est très peu, ça. C'est une chute remarquable par rapport à ce qu'il y avait au début. Il est au plus bas par rapport même à son premier mandat, il est légèrement en dessous. Et on voit ça dans tous les sondages. Il y a beaucoup de sondages là qui sont sortis à l'occasion de ces 100 jours et tous disent la même chose. Il y a encore une base de soutien dans la base républicaine, vraiment le cœur de sa base, mais globalement, c'est une chute remarquable et sur tous les sujets, y compris d'ailleurs l'immigration, notamment parce qu'il est allé trop loin. En fait, l'immigration, c'est quelque chose où il était majoritairement vu de manière positive, mais il est allé tellement loin. Et l'élément qu'on voit, et ça c'est très intéressant, entre les républicains et les démocrates, le consensus, c'est sur son rapport à la justice et aux tribunaux. C'est-à-dire que même une majorité de républicains considèrent qu'il doit obéir aux décisions des tribunaux. Or, il se met en opposition souvent en se disant plus légitime que les tribunaux, y compris d'ailleurs la Cour suprême. Hein, il a fait des allusions à peut-être ne pas respecter des décisions de la Cour suprême. Et c'est là où il y a aussi un enjeu. Alors, vous parlez de l'immigration, ça tombe bien. On va peut-être aller sur ce sujet-là pour commencer. C'est presque devenu une obsession pour lui. Ça a largement rythmé la campagne. Le président américain qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale, évidemment, l'une de ses priorités. Lui qui promettait pendant son discours d'investiture, on s'en souvient, de renvoyer des millions et des millions d'étrangers criminels. Ce sont ces mots. On va écouter la promesse de campagne et puis on en reparle juste après. On fera le bilan. Nous allons lancer la plus grande expulsion de l'histoire des États-Unis. Nous fermerons les frontières. Nous mettrons fin aux invasions illégales dans notre pays. Nous allons défendre notre territoire. Nous ne serons pas conquis. Nous ne serons pas conquis. Nous allons retrouver notre souveraineté. Voilà, alors ça c'était pendant effectivement la campagne. Son intention c'était d'expulser 11 millions d'immigrés illégaux afin de réaliser, je continue de citer, la plus grande opération d'expulsion de masse aux États-Unis. D'ailleurs, il y a des portraits qui ont été plantés ces dernières heures dans les jardins de la Maison-Blanche et des mugshots d'immigrés clandestins. En tout cas, ils sont présentés ainsi, des meurtriers, des violeurs de femmes, d'enfants et qui auraient été expulsés à l'extérieur des États-Unis. Ça s'est complètement décrié. D'ailleurs, en matière de résultats, son administration dit on fait mieux que l'administration Biden. Est-ce que c'est vrai, ça, déjà ? Alors, en termes de chiffres, pas du tout. Il n'y a pas d'expulsion massive pour plusieurs raisons. D'abord, il y a moins de gens qui viennent à la frontière en ce moment parce qu'il y a quand même la peur qui s'est aussi installée. Et puis, il n'y a pas les moyens nécessairement aussi ça coûte très, très cher. Et il faudrait voter des fonds particuliers, des fonds supplémentaires, surtout pour ce nombre massif dont il parle. La Maison-Blanche dit avoir expulsé environ 139 000 personnes depuis le début de ce second mandat. Et en fait, Biden et Obama, tous les deux, en avaient expulsé plus à ce même stade de leur présidence. Voilà, ce sont des chiffres effectivement inférieurs aux mandatures démocrates qui l'ont précédé, mais les collaborateurs de Trump rejettent la comparaison et disent que c'est absolument pas comparable et que le nombre de personnes qui aujourd'hui traversent la frontière illégalement, eh bien, lui a baissé. Alors ça c'est vrai, ce chiffre est plus bas. Et alors leur espoir justement, c'est ils font des choses très médiatiques en expulsant des gens de manière très violente et en les mettant dans des prisons à l'extérieur, hors des États-Unis. Et c'est ce qu'ils veulent faire, c'est l'auto-expulsion. C'est-à-dire que les sans-papiers s'expulsent eux-mêmes. C'est dissuader les gens, finalement. C'est pour les convaincre de partir. Et leur faire peur. Voilà. C'est-à-dire que l'alternative, l'idée de partir, c'est pire que l'alternative qui serait de se retrouver dans une prison très dure, au Salvador, par exemple. Effectivement, avec une campagne de communication extrêmement agressive. On a des images derrière vous et régulièrement, on poste sur les réseaux sociaux. La Maison-Blanche elle-même poste des images d'hommes, de femmes comme ça, renvoyés manu militari
on ne sait où d'ailleurs. 64% des Américains interrogés dans le précédent sondage estiment que Trump va trop loin dans sa tentative d'étendre les pouvoirs présidentiels. Mais il y a un sujet qui fait à peu près l'unanimité auprès des Américains, et c'est là-dessus qu'ils ont voté en novembre dernier, c'est l'économie, le pouvoir d'achat. Et à ce niveau-là, je crois que les Américains lui en tiennent assez rigueur parce que dans les prix, dans les rayons, ils ont complètement augmenté. Le paquet de couches a pris $5. Les voitures, n'en parlons pas. Il y a une grande inquiétude qui s'installe aux États-Unis, notamment aussi au sein des tarifs de l'immobilier. Il y a de nombreux fonctionnaires qui ont été licenciés ces derniers mois et beaucoup redoutent de perdre ne serait-ce que leur logement prochainement. On va écouter le président américain sur évidemment la guerre commerciale. Il y a cette image derrière vous, c'est une séquence culte de ses 100 premiers jours quand il annonce les nouveaux tarifs douaniers imposés à ses ennemis commerciaux. On l'écoute et puis on en reparle juste après. Soyons honnêtes, l'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis. C'était l'objectif. Ils ont fait du bon boulot, mais maintenant je suis président. Ces pays nous appellent. Ils me lèchent Ils meurent d'envie de passer un accord. S'il vous plaît, monsieur, passons un accord. Voilà, en estimant qu'on va lui, je le cite, lécher le cul pour essayer de faire baisser les tarifs. Ça, c'était à l'occasion d'un dîner au sein du camp du Parti républicain. Ça, c'est le ton qui est employé. Il y a la forme et puis il y a aussi le contenu, ces tarifs, ces chiffres qui sont complètement incohérents, mais qui sont la nouvelle réalité aujourd'hui. Oui, alors lui, il a une vision très simple, en fait, c'est que tout déficit commercial avec un autre pays, ça veut dire qu'il se fait arnaquer par ce pays. Alors ça, il a très peu d'idéologie, Donald Trump, hein, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a en lui, qu'il croit depuis les années 80. Donc c'est une vision vraiment de l'économie comme un jeu à somme nulle, c'est-à-dire soit je l'ai, soit c'est l'autre qui l'a, c'est limité, et donc ce que les autres ont, c'est ce que moi je n'ai pas, et donc il ne voit que comme ça. Et en plus, il calcule ce déficit que par rapport aux produits manufacturiers, non pas aux services. Et donc il a cette vision de calcul qui est totalement fantaisiste et que tous les experts voient bien que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais là, c'est aussi l'expression de la puissance et cette idée d'avoir une richesse qui soit engrangée très rapidement. C'est-à-dire qu'on va faire payer, et il dit on fait payer les autres, mais au final, mais là, c'est le consommateur américain. Je fais ce que je veux, quitte à tirer une balle dans le pied des Américains. Exactement. D'autant que l'Amérique est surendettée, ils ont besoin, et donc ils sont endettés auprès de marchés notamment étrangers, et c'est là où, quand la bourse a chuté, et notamment les bons du Trésor, et il a commencé à changer un petit peu ce qu'il disait, tout en disant que c'était lui qui avait gagné, parce que le récit, c'est qu'il n'a jamais tort, mais qu'il a gagné et qu'il avait bien raison de le faire, mais il revient quand même en arrière. Et là, la grosse question, effectivement, c'est cette guerre avec la Chine, notamment, puisque beaucoup de produits américains dépendent pour une bonne partie de ce qui est produit en Chine. Et oui, c'est un marché qui est inondé évidemment par les produits chinois et ils sont pas les seuls. Mais effectivement, c'est intéressant ce que vous dites. Il continue à marteler sa vérité et sa version des faits, mais derrière, en coulisses, il modifie un peu les choses. C'était le cas d'ailleurs hier, juste avant son grand discours des 100 jours, où il a vanté le mérite justement de ces nouveaux tarifs douaniers. Et ben, juste avant, il a signé un nouveau décret qui a permis d'alléger la facture des constructeurs automobiles américains. Donc désormais, il n'est plus question d'accumuler les surtaxes douanières de 25% sur les voitures avec les 25% sur l'acier et l'aluminium, c'était complètement dingue. Ça faisait 50% de tarifs douaniers. Là, il a même il a promis des aides supplémentaires aux constructeurs automobiles américains. Donc il fait un peu marche arrière là. Oui, alors et en plus, il faut voir qu'il était justement dans le Michigan hier pour son grand rallye sur les 100 jours. Et c'est un État où on produit des automobiles. Donc là, il s'agissait aussi d'amener quelque chose avec aux personnes qui vont assister à ce rallye, et donc effectivement ce rassemblement. Et là, on a vu qu'il était capable de revenir en arrière, mais c'est toujours en disant que finalement il avait raison et que au final il faut soutenir sa politique, même s'il faut souffrir un peu. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il est
il va beaucoup plus loin, il pousse beaucoup plus les limites qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, dès qu'il voyait la bourse chuter un tout petit peu, il changeait totalement. Là maintenant, et il a une capacité de supporter ça beaucoup plus importante, peut-être parce que c'est aussi son deuxième mandat justement, et il a vraiment cette idée que il reste dans cette idée que les tarifs douaniers, c'est sa politique, la politique essentielle et centrale de son économie avec les coupures d'impôts. Avec une économie américaine encore en bonne santé, même si les Américains commencent à en souffrir déjà, puisqu'en mars, la création d'emplois a même été plus importante que ce qui était attendu. L'inflation a aussi ralenti un peu plus que prévu. En revanche, le chiffre de la croissance, et il est censé tomber aujourd'hui outre-Atlantique, et évidemment, les économistes à l'attente de pied ferme ce résultat, il devrait être assez compliqué à interpréter, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui avaient anticipé l'arrivée de Trump, qui avaient fait des stocks notamment, et qui n'accusent pas encore le coût de ces nouveaux tarifs douaniers. Oui, il y a un décalage. Beaucoup d'experts estiment que vers juin, on commencera à avoir vraiment des vrais chiffres et que les gens commenceront à ressentir dans leur quotidien l'augmentation des prix importante qui va se faire à cause de ces tarifs douaniers. Et il faut vraiment que ça arrive, ça soit concret pour que les gens puissent se rendre compte et que ça ait vraiment un impact sur tout le monde. Pour l'instant, il y a des impacts sur la baisse de la bourse, notamment sur les retraites, puisque beaucoup des retraites aux États-Unis, c'est par capitalisation, mais certains d'ailleurs ont retardé leur retraite à cause de cette chute, mais vraiment l'ensemble des Américains seront impactés sans doute juste avant le début de l'été. Vous le disiez à l'instant, il se teste un peu en somme. Il dépasse ses propres limites et il va au-delà de ce qu'il avait déjà fait au premier mandat. Et ça, on l'attendait évidemment. On annonçait un Trump version 2 encore pire que la première version. Sur la politique étrangère, là, pour le coup, on est servi. Oui. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a le rapport avec ce qui se passe avec l'Ukraine, le Groenland, le Canada. Mais les tarifs douaniers, tout ça, c'est la même chose. Et sa vision, c'est la vision de la fin du 19e, c'est-à-dire une vision impérialiste. Et dans son discours d'investiture, il a annoncé la couleur en parlant du président McKinley, qui était le président à la fin du 19e, qui était justement dans une politique d'impérialisme. Il y a eu la guerre avec l'Espagne à l'époque. Ils ont récupéré comme ça les Philippines notamment, et il y avait des tarifs douaniers, mais ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, il est persuadé que c'est cette politique-là qu'il faut le faire, et c'est la remise en question de 90 ans de politique américaine depuis Roosevelt en fait, depuis Franklin Delano Roosevelt, et à la suite de la grande crise de la dépression de 1929. Donc là, il remet en cause plus de 90 ans de politique et de politique économique dans le monde. En usant là aussi à chaque fois de mots plus déroutants les uns que les autres. On va parler évidemment de l'Ukraine, de cette séquence surréaliste dans le bureau ovale. On ne l'a pas oublié, c'était fin février dernier lorsqu'il reçoit Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, qu'il l'invective sur sa tenue, qu'il le prend en partie devant la presse, puis le qualifie carrément de dictateur qui a voulu la guerre. Pourtant, Trump s'était fendu d'une promesse et on ne l'a pas oublié. Elle l'a depuis quelque peu édulcoré, c'était mettre fin à la guerre en un simple coup de fil. Écoutez-le. I pledge to swiftly end the war in Ukraine. Quand je dis mettre fin, very quickly, and I know both people, and you can get it very, very quickly. c'est possible uniquement à travers la présidence, car vous contrôlez l'argent qui entre et qui sort. Vous pouvez l'obtenir. J'obtiendrai cet accord en 24 heures. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux pour le pays, ce pays. Bon, depuis, il y a eu quand même quelques revirements. On a eu un Trump face à Zelensky au cœur de la basilique Saint-Pierre il y a quelques jours, avec des propos plus durs vis-à-vis de Vladimir Poutine. Mais ça, son positionnement vis-à-vis des Européens et de l'Ukraine, de cette guerre, son rapprochement de la Russie et de Vladimir Poutine, ça, c'est un moment important de ces 100 premiers jours. Oui, alors c'est un moment crucial parce que ça remet en cause, là aussi, des années de politique étrangère. Son rapprochement est aussi idéologique et puis il aime bien les personnes qui ont les dictateurs, en fait, parce que ce sont des personnes qu'il voit comme fortes et puissantes. Il a un vrai problème avec Zelensky parce que dès son premier mandat, c'est quelqu'un qui lui a dit non. Et d'ailleurs, le processus d'impeachment donc qu'il a eu pour son premier mandat, c'était à la suite
d'un appel à Zelensky pour lui demander d'enquêter sur les affaires du fils de Joe Biden en Ukraine. Donc on est encore dans le règlement de compte là. Mais bien sûr, on est dans le règlement de compte. Alors il est capable de reprendre un petit peu sur lui, mais il suffit pas grand-chose pour que ça reparte. Et là, J.D. Vance a aussi joué sa partie. C'est J.D. Vance qui a dit, mais vous n'avez pas, lui a dit, mais il a vu une ouverture quand il voyait un peu la tension entre les deux, et il a mis de l'huile sur le feu aussi en disant, mais vous ne nous avez pas remercié là, depuis quand vous nous avez pas dit merci. Et c'est ce principe aussi d'humiliation du plus faible. Ça, c'est un scénario qui a été écrit. Selon vous, on revoit ces images là derrière, et c'est vrai que c'était complètement surréaliste. On avait l'impression d'une partition qui était en train de jouer et qui avait été quand même bien réfléchie. Oui, alors moi j'y crois pas trop. Il y a débat, il y a débat là-dessus. Moi j'y crois pas trop. Je pense qu'il pensait pas que ça serait à ce point-là, mais que c'est aussi un impulsif, Donald Trump. Et je pense que là, son entourage et notamment J.D. Vance a su jouer encore une fois sa partition et a montré qu'il pouvait aussi pousser les choses et mettre de l'huile sur le feu, et qu'il avait une certaine écoute de la part du président. Et puis Donald Trump n'aime pas qu'on lui dise non. Et Zelensky refusait certains termes quand même, certains éléments de ce que lui imposait Donald Trump. Quant à l'Europe, il est assez méprisant. Il a un vrai mépris pour l'Europe. Il s'en cache pas. Un Trump qui franchit toutes les limites sur l'Ukraine et peut-être encore plus sur Gaza. On va écouter de nouveau avec ses propos sur la Riviera du Moyen-Orient. Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous ferons du bon travail. Et je ne veux pas faire le malin, je ne veux pas être un sage, mais la Riviera du Moyen-Orient, cela pourrait être quelque chose qui pourrait être si magnifique. Je ne veux pas faire le malin, je ne veux pas être un sage. C'est pas tout l'inverse plutôt là. Ah oui, là, alors ce qui est énorme, c'est alors on voit le businessman qui travaille dans l'immobilier. Il a vraiment cette vision totalement déconnectée du réel. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là aussi, on voit qu'il se fatigue vite de ce genre de choses. Il faut que ça avance. Il faut qu'il puisse donner son récit qu'il a gagné, il a eu quelque chose. Il pense que par la force, la puissance et l'argent, il peut tout obtenir. Malheureusement, ce qu'il ne voit pas, justement, c'est qu'il y a d'autres choses derrière. Il y a des questions d'identité, il y a des questions de culture, il y a des questions de peuple qu'il néglige totalement. Et il pense que tout est achetable, tout est vendable, tout est achetable. C'est le cas pour Gaza, c'est le cas pour l'Ukraine, c'est le cas pour le Canada. Il dit, voilà, je vous donne, moi j'ai la force et la puissance, donc je peux tout obtenir. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans le réel. Avec des propos chocs quand même et des formules quand même bien pensées. La Riviera du Moyen-Orient, fallait y penser quand même. Oui, il fallait y penser. Et ça a été repris en plus beaucoup, y compris dans les médias ici. Et c'est quelque chose qui met totalement de côté tout l'aspect humain et le drame qui se passe dans cette région du monde. Bon, on va terminer sur la question du moment. Une des questions du moment, a-t-il chargé ou pas son ministère de la Justice d'examiner la légalité de sa candidature en 2028 ? Est-ce la rare norme démocratique qu'il refuse de briser ? Trump envisage-t-il de modifier cette constitution en vue de briguer un troisième mandat ? La question lui a été posée par The Atlantic. On va voir tout de suite ce qu'il a répondu. Je vais le citer. Ce serait une véritable révolution, n'est-ce pas ? Eh bien, peut-être que j'essaie simplement de la briser s'il nie à cette heure toute velléité d'action à ce sujet. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la Trump Organization vend déjà des casquettes Trump 2028. Ça vous inspire quoi tout ça ? Alors, il faut vraiment se méfier dans ce qui est dit et ce qu'il pourrait faire. Je pense que ça ne passerait pas pour le coup, même auprès d'une majorité de républicains. À chaque fois avec lui, on dit ça ne passerait pas et ça passe. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas essayer de le faire. Ça, c'est sûr. Regardez tous ces goodies qui sont déjà en vente. Bien sûr. Alors, il y a un moyen légal par lequel il pourrait le faire. C'est se présenter, par exemple, comme président à la Chambre, s'il y a une majorité républicaine, parce que la Chambre peut élire n'importe qui. Hors de la Chambre, n'importe quel citoyen américain peut être élu comme président de la Chambre. Or, le président de la Chambre, c'est le numéro 3. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un J.D. Vance élu président avec un colistier qui démissionne, son colistier démissionne, et il serait alors président de manière légale. Mais de manière... Ce serait tordu quand même. Ah ben ce serait totalement tordu. Mais ça, ça surprendrait pas qu'il fasse quelque chose de tordu. Est-ce que ça marcherait ? Je ne sais pas. Et pour remettre en cause non seulement l'amendement, le 22e amendement, mais aussi le 12e amendement, parce que même pour se présenter en tant que vice-président, il ne peut pas, puisque il peut se présenter en tant que vice-président que s'il est éligible au poste de président. Donc je ne vois pas la Cour suprême remettre en cause cet amendement.
donc légalement, ou alors il remet en cause la Cour suprême et la Constitution en espérant avoir un soutien populaire suffisant. C'est assez difficile aussi à envisager. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est aussi beaucoup de la rhétorique parce qu'il ne faut pas pour Donald Trump qu'il ait l'air d'être faible, ce qu'on appelle un lame duck president, c'est-à-dire un canard boiteux. Parce qu'à partir du moment où il annonce qu'il sera son héritier, eh ben, il perd sa puissance. Il perd vraiment une bonne partie de son pouvoir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne veut absolument pas faire et il ira jusqu'au bout, au bout du bout, pour ne pas annoncer un héritier et garder la main. Même si c'est son fils, certains ont vu ça avec la fameuse photo, on va la revoir, Eric Trump avec la casquette Trump 2028. Mais oui, ça pourrait venir de là aussi. Voilà, la suite, alors c'est une manière de nier que c'est pour briser la Constitution, c'est de dire c'est pas Donald Trump, c'est Trump, et donc ça peut être n'importe quel Trump en fait. Donc c'est aussi un récit qui est possible. Histoire ouverte. Histoire ouverte, exactement. Merci beaucoup. Merci Jérôme Viala-Godefroy d'avoir été l'invité de l'Info du jour en cette journée spéciale.